C'est que quand on y réfléchit ensemble, on voit bien qu'en fait, le bureau n'est pas mort, ça j'en suis persuadée, parce qu'il faut le lien avec l'entreprise. Le bureau, c'est le lieu de diffusion de la culture de l'entreprise. Et à un moment, en fait, c'est comme tes racines, tu veux y retourner. Voilà. Pour moi, il y a 3 choses. Un bureau idéal, c'est des lieux qui s'y prêtent, des lieux ouverts, colorés, bien joué Daphne, parce que là pour le coup c'est coloré, avec des espaces pour collaborer et se rencontrer. 2, c'est du people on site, willing to help, vraiment de dire je suis pas là, finalement les utilisateurs sont mes clients, faut que je les vois comme ça et que j'ai envie de les aider s'ils ont un moindre problème, d'être là pour eux. Pour moi ça c'est parce que le bureau est finalement au service de l'utilisateur. Et 3, vraiment c'est la colonne vertébrale, c'est le digital, parce que ça me permet d'aller plus vite, d'être plus efficace. Voilà, donc c'est ça pour moi le bureau idéal. Donc, je me lance en 2016. Alors, si je vous avez bien compris que en fait, j'ai évolué dans un monde entouré d'avocats et de banquiers, donc clairement averse au risque. Donc, en fait, j'ai commencé à avoir quelques idées. J'aimais beaucoup l'immobilier. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment un secteur, je pense, il y a des choses à faire. C'est l'un des derniers qui n'a pas vraiment été digitalisé. Et pourtant, il y a un tel besoin. Et moi, je le voyais pour moi. Et donc du coup j'ai commencé à aller chercher des associés en vain, et donc je me suis dit au départ en tout cas, je me suis dit c'est pas grave, je lance et along the way je trouverai la bonne personne pour m'accompagner. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série. Et qui dit hors série dit généralement bonne nouvelle. Et oui, car généralement ce sont des épisodes pour vous annoncer les derniers investissements de Daphne. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de faire découvrir Witco, que vous avez sûrement connu sous le nom de Mon Building. Mais avant de vous en dire plus sur Witco, je vais vous présenter déjà celle avec qui nous allons passer une petite demi-heure et qui va nous raconter son histoire. C'est Eliane Lugassi. Salut Eliane. Bonjour à vous deux. Et oui, elle a dit vous deux, effectivement, parce qu'aujourd'hui, surprise, surprise, roulement de tambour, qui est derrière le micro ? Eh ben, c'est Paul Bazin. Hello, ravi d'être là. Salut Paul qui est investisseur pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois depuis le début, depuis 2016. Et, il est arrivé chez Daphne et il nous fait l'honneur de partager ce moment avec nous. Alors Eliane, vous venez de lever 14 millions de dollars aux côtés, bien entendu, de Daphne, mais aussi d'ID Invest, Duel Invest, dites-moi si je me trompe, et quelques business angels de renom, dont Yann Evin, qu'on connaît bien dans la communauté et qu'on salue au passage. Tout à fait. Alors, avant de parler de Witco, on est très curieux, les auditeurs sont très curieux aussi de savoir ce que tu fais et où vous allez. On aimerait en savoir un peu plus sur toi. Sur Eliane, qui est-elle ? On n'a pas beaucoup d'infos sur Internet. Où as-tu grandi ? On sait juste que tu sais bien faire du bateau parce que tu es venue avec nous à la Trinité. Oui, la voile. Tout à fait. Tu connais bien. Je pense que j'ai excellé. Mais qu'as-tu fait avant ? Qui es-tu ? Où as-tu grandi ? Est-ce que tu es de Paris ? Et puis, est-ce que tu es born entrepreneur ? Est-ce que tu es sportive ? Très bien. Tu t'es cassé le pied au yoga il y a quelques mois, donc sportive. Ça se fait pas de le redire, franchement. Ok. Tout ça sera écrit sur ta page Wikipédia quand tu auras joué ta série B. Je te remercie, Paul. De me concernant, donc, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une ville qui s'appelle Savigny-sur-Orge. Je suis très heureuse de savoir que je ne suis pas la seule, puisque récemment, un des cofondateurs de Aircall a aussi mentionné qu'il était allé dans le même lycée que moi, donc improbable. Tu t'en souviens pas ? Non, parce que je crois qu'on est à 1 ou 2 ans d'écart, mais c'est vraiment, je pense qu'il y a très peu de monde du monde de start-up qui vient de ce lycée public. Quel est le nom de ce lycée du coup ? Parce que lycée Jean-Baptiste Corot. Oui, c'est un vivier de gens talentueux. Ouais, on va mettre nos algos sur le coup du coup. Je pense que c'est important. Donc voilà, banlieue tranquille. Et ensuite, alors moi, ça fait depuis à peu près 7-8 ans que je veux être avocate. Je pense que j'avais une bonne répartie à l'époque au détriment de mes parents. Et donc, quand j'ai fini mes études, je me suis orientée vers une fac. J'étais sectorisée dans l'une des pires facs de France, disons-le. Mais j'ai réussi à rejoindre Assas sur mes notes. Donc Panthéon-Assas, Paris 2. Et j'ai fait 5 ans d'études. Et ensuite, j'ai rejoint l'école des avocats, donc j'ai passé le CRFPA, donc un diplôme pour entrer dans l'école. Et ensuite, j'ai passé le CAPA, donc pour exercer. Et en fait, une fois que j'ai eu le CRFPA, donc c'est un peu la chose la plus difficile quand on veut être avocat, j'ai rejoint une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC.
que j'ai fait du coup en double diplôme avec l'école des avocats. Donc la joie de faire Cergy, Paris dans une même journée. Et puis moi, j'habitais encore à Savigny-sur-Orge. Donc en fait, Savigny-sur-Orge qui est en Essonne versus Cergy, je mettais à peu près 2 heures aller, 2 heures retour. Donc voilà, donc ça je pense que ça provoque aussi une certaine niaque de se dire, en fait, je vais le faire, même si c'était effectivement un petit peu dur, parce que forcément, je voulais faire ça le plus rapidement possible et pas faire l'ESSEC en 4-5 ans, donc je l'ai fait en 2 ans. Donc voilà pour un peu le parcours. Et à l'ESSEC, ce que j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'ai fait de la finance d'entreprise. Et en entrepreneuriat, j'ai monté une start-up qui s'appelle Gourmandil. Et à l'époque, c'était les histoires de Groupon, Living Social, etc. Mais moi, après, je suis partie à Singapour et de toute façon, j'avais pas les moyens de me lancer dans l'entrepreneuriat en sortie d'école. Donc du coup, ça n'a pas forcément été plus loin. J'ai laissé mes cofondateurs avancer. Donc c'est l'ESSEC qui t'a dévié du monde des avocats Ouais, en fait, je pense que ce qui est bien, c'est que je trouve qu'à l'ESSEC, c'était plus diversifié. C'est-à-dire que la fac de droit, effectivement, c'est droit constitutionnel, droit social, droit des affaires, fiscalité. C'est très... c'est un monde de spécialistes. Et en fait, c'est vrai que, alors je pense que j'ai quand même tout donné puisque j'étais parmi les premières. Et c'est un peu aussi, j'essaie de me dire quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire bien. Mais in fine, en fait, après, quand tu vas dans le monde du travail, en fait, tu fais toutes ces études et ce classement pour finalement arriver dans les meilleurs cabinets anglo-saxons où en fait, ça te vend un peu du rêve. T'es bien payé aussi, mais la réalité, c'est que moi, quand j'y suis allée, j'ai rencontré des gens formidables puisque d'ailleurs Louis Pommier m'a rejoint ensuite dans l'aventure, mais je me sentais pas passer 15 jours parce qu'il faut envoyer un email et que cet email en fait on est responsable de ce qu'on a écrit et donc en fait faut le lire, le relire et après le relire et moi j'aimais la rapidité. Donc c'est vrai que je me suis dit en fait je m'y retrouve pas tellement et je pense qu'aussi je suis pas une spécialiste, c'est pas là où je suis la meilleure. Si je dois m'y pencher, je le ferai, mais je pense que c'est important aussi de se dire sur le long terme d'aller là où on pense qu'on est le meilleur. Voilà. Donc du coup, je pense que c'était intéressant et surtout utile quand on lance sa boîte de se dire que on a quelques notions de droit, ça évite de faire un peu n'importe quoi. Paul, sois rassuré. Mais voilà, sur le long terme, je me suis dit il y a d'autres choses et effectivement, disons qu'à l'époque, il y avait beaucoup de passerelles, en tout cas entre mon master 2 qui était très sélectif avec l'ESSEC et donc on passait des concours en parallèle et effectivement, ça m'a fait voir d'autres choses puisque j'ai fait d'autres cours, j'ai fait du marketing et oui, qui l'eût cru, c'était peut-être pas mais je trouve ça intéressant en fait. Marketing, fait l'économie, la finance, des cours de trésor, etc. Voilà, donc effectivement, ça éveille la curiosité. Mais en fait, donc du coup, avocate, ESSEC, pas envie de se spécialiser, t'avais tout pour aller rejoindre le monde obscur de l'investissement et de la finance, non ? Oui, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais quelle transition, effectivement, un professionnel. Donc effectivement, ce que je me suis dit, c'est en sortie d'ESSEC, déjà c'était pas le même monde. On est en 2012, le marché du travail est tendu. Moi, des stages qu'on faisait, c'était en 2011, crise des dettes souveraines. Donc typiquement, franchement, en investment banking, il n'y avait pas vraiment de recrutement. On avait vécu la crise de 2008 et il y avait encore des séquelles. Et aussi un prêt à rembourser. Donc on va être très transparent là-dessus. Et donc en fait, ce que je me suis dit bon, l'investment banking, c'est un milieu où on apprend vite et entouré de gens qui sont en tout cas je pense et je continue de le penser très talentueux et intelligents et je me suis dit qu'aussi c'était une manière pour moi d'apprendre assez vite si après je voulais pas forcément y rester mais apprendre en fait et apprendre d'une manière différente qu'à l'école parce qu'à l'école c'est quand même vraiment très différent. Donc voilà, donc effectivement j'ai rejoint Rothschild en fusion-acquisition. Donc plutôt côté finance, pas du tout droit et en fait j'y suis restée 3 ans et en fait une sorte de promo, donc première année, deuxième année, troisième année, puis au bout de la troisième t'es promu. Donc moi c'était un peu de me dire je finis un cycle, c'est un peu comme pour être avocat, j'aurais pu arrêter avant, mais non, je me suis dit il faut que j'ai le CAPA, au moins je suis allée jusqu'au bout et donc voilà, donc j'ai été promue associate et là du coup je me suis dit je pense que c'est le moment. J'avais pas 30 ans. Je me suis dit, je peux manger des pâtes si ça se passe pas bien. Je me suis pas habituée à un rythme de vie, surtout à une qualité de vie, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est que le problème de ces métiers, c'est qu'on est tellement bien payé que c'est très difficile d'y sortir. Et donc je me suis dit, je la tente. Et au pire, je me plante et je serai avocate ou j'irai en PI, parce qu'à l'époque, c'était un peu la voie tracée d'aller en private equity. Donc, tu te lances après cette expérience chez Rothschild & Co. Je précise, Rothschild & Co. C'est vrai, c'est obligatoire. Parce que toi, t'étais de l'autre bord, Aurélie, non ? Exactement, j'étais chez les cousins.
Et tu te lances donc en 2016, si on revient sur la chronologie. Ouais, donc je me lance en 2016. Alors, si je vous ai bien compris qu'en fait, j'ai évolué dans un monde entouré d'avocats et de banquiers, donc clairement averse au risque. Donc en fait, j'ai commencé à avoir quelques idées. J'aimais beaucoup l'immobilier, mais en tout cas chez Rothschild à l'époque, on était généraliste, donc j'avais travaillé sur quelques dossiers IMO, mais clairement pas une full spécialité. Je me suis dit tiens, c'est vraiment un secteur, je pense, il y a des choses à faire. C'est l'un des derniers qui a pas vraiment été digitalisé, et pourtant il y a un tel besoin. Et moi, je le voyais pour moi. Et donc du coup, j'ai commencé à aller chercher des associés en vain. Et donc je me suis dit, au départ, en tout cas, je me suis dit c'est pas grave, je lance et along the way, je trouverai la bonne personne pour m'accompagner. Alors, je dirais pas que si j'étais à refaire, ce serait pas quelque chose que j'aurais peut-être fait à l'identique, parce que honnêtement, c'est pas évident de se lancer seul. J'avoue que après, sur le long cours, c'est plus simple parce que ça va plus vite aussi de décider. Et voilà, il y a moins mais au début, je trouve ça assez dur parce qu'il y a personne avec qui brainstormer. Et j'avoue que mon mari étant banquier, averse au risque, à chaque fois que je lui disais j'y arrive pas, j'arrive pas à trouver de clients tout début, il me disait bon, on abandonne, t'abandonnes. Donc voilà. Donc je pense qu'avoir des associés là-dessus, surtout au début, c'est important. Et donc voilà. Donc j'ai avancé et in fine j'ai recruté Kevin qui est aujourd'hui mon cofondateur et CTO. Et qui m'a supporté, qui continue de me supporter. Kevin est arrivé quand dans l'aventure, parce qu'on va quand même dire après, et tu vas quand même raconter ce que fait Witco aujourd'hui. Tout à fait. Ex-Mo Building. Et donc avec Kevin, t'as commencé direct avec Kevin ou Non, un peu plus d'1 an après, Kevin m'a rejoint. Donc t'as tenu 1 an avec tout le monde autour de toi qui disait mais abandonne, ça sert à rien, c'est beaucoup trop risqué. 0 associé pour te dire si ça va réussir. Aucun client qui te dit mais j'adore ce que vous voulez faire. Ouais, ça s'appelle l'instinct. Parfait. Donc t'avais le... Je me suis dit, il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Et donc en fait, si t'es in the market, tu peux voir beaucoup plus de choses que si tu te dis j'abandonne et je regarde ça de loin en fait. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le monde de l'immobilier, et c'est pas que l'immobilier d'ailleurs, on en reparlera, mais évolue tellement, parce que c'est plutôt les usages autour des lieux de vie qui évoluent tellement qu'en fait, moi, à mon prix, je me dis mais c'est pas possible, ça restera pas comme ça. Vraiment, il y a tellement de choses qui se font autour dans d'autres secteurs. Donc oui, c'est galère. Oui, peut-être que je suis un tout petit peu plus tôt, mais j'avoue que je me disais mais Blablacar, il a mis 10 ans. Il était tellement en avance, donc je me disais je pense pas que ça mettra 10 ans. Et à un moment, voilà. Donc effectivement, c'était assez dur, mais au fur et à mesure, j'ai quand même rencontré des gens, et dont une personne qui s'appelle Philippe Depoux, qui venait de Step Down, il était CEO de Gessina, et en fait, je contactais énormément de monde sur LinkedIn pour avoir des conseils, des retours, etc. Il m'a énormément aidé, et surtout sur l'ouverture du réseau pour que je parle à des gens compétents, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand t'es de loin. En fait, Rothschild c'est très bien, mais en fait c'est un peu surtout au niveau junior, on est la tête dans les modèles, mais en fait on voit pas le monde extérieur. Enfin, moi je savais même pas faire une facture, quoi. Donc non, j'étais très loin des sujets concrets. Et puis un de mes investisseurs historiques qui est Naxica Partners, où Eric Aveillon m'a dit écoute, moi je vois bien, parce que dans mes participations j'ai des promoteurs, je vois bien ce qui se passe, et les promoteurs sont très en amont, puisqu'en fait c'est en début de cycle. Je vois bien que des choses vont bouger. Je sais pas si t'as la solution, mais tu sais quoi, t'as l'air pas trop bête, je vais essayer, quoi. Je pense qu'il s'est dit ça, et in fine, ce que je lui ai présenté au début versus ce que je lui ai présenté maintenant, on a juste c'est pas exactement pareil. C'est le même esprit, mais fait différemment. Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais résoudre? Parce que là, on tient en haleine les auditeurs. Le suspense. Mais je trouve que c'est super intéressant de te dire que tu voulais être entrepreneur et que tu avais une conviction de marché, et que tu savais pas exactement au tout début quelle allait être la solution de Witco aujourd'hui. Alors, j'avais quand même la grande ligne, c'est-à-dire je me disais, franchement, c'est pénible parce que je trouve que l'immeuble n'est pas à mon service, mais c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que des contraintes. Et du coup, je perds du temps. Franchement, ça, je l'avais déjà. Par contre, exactement, par exemple, l'appli, au début, je voulais pas forcément avoir d'intégration externe. Je me suis dit, en fait, on va faire une appli où finalement, je vais retrouver tout mon besoin. J'ai un problème d'électricité au-dessus de ma tête parce que ça m'arrivait. Voilà, bien évidemment. Et je voulais que ça soit résolu rapidement. Si j'ai 2 heures à la pause déj, que je puisse descendre et aller à la salle de sport, et pas que j'ai un petit panneau, en fait, qui m'informe, finalement, le prof est absent. Mais je me suis changée, je me suis organisée. Je peux pas avoir, tu vois, une information en temps réel sur ce qui se passe, etc. Donc, en fait, j'avais quand même ces pains. J'oubliais mon badge quelquefois parce que je changeais mon sac, et donc je me dis mais je comprends pas, je rentre dans le train avec un QR code et je peux pas rentrer dans mon bureau, au moins le premier, tu vois, au rez-de-chaussée, avec mon téléphone, tu vois. Donc je voyais bien quand même qu'il y avait des trucs bizarres, mais effectivement le comment précisément, il fallait être agile. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est que comme Kevin, lui, il développait, il m'a fait énormément confiance aussi, parce que il s'est dit ok,
moi je m'éclate et en même temps je pense que voilà, elle voit le marché, je voyais le marché de la journée et le soir on se dit bah voilà ce qu'il faut faire, et puis tu vois on était en asynchrone un peu comme ça, et donc ça permettait de sortir un produit. Quand il est sorti, pour le coup on l'a vendu tout de suite parce que il était vraiment en ligne avec ce qu'attendait un marché. Mais c'est vrai qu'il fallait quand même rester un peu ouvert, et je dirais opportuniste, c'est pas un très beau mot en France, mais je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une idée, mais en fait après il faut être pragmatique. Donc du coup, reprenez exactement, tu viens donc, vous avez compris, hein, tu veux améliorer la vie des occupants dans leurs espaces. Voilà. Exactement. Et si je te dis plus précisément, en gros, la mission globale, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas le bâtiment et dedans après on y mettra des occupants, c'est de dire quels vont être les usages de ces immeubles, et ensuite même que ces usages vont évoluer, que le bâtiment soit évolutif, parce que en fait est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit aujourd'hui des tours à la Défense qui avant étaient du 369, des grandes entreprises, etc. Ils ont deux problèmes. Le premier, c'est que les tours sont moins remplies, et donc il va falloir s'adapter à cette évolution, à l'hybridation du lieu de travail. Et le deuxième, c'est que finalement les services qui sont proposés sont pas tellement en lien avec les usages des occupants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de monde, et ça, c'est une réalité dans ces ensembles, et pas que dans les grands ensembles d'ailleurs. Il y a souvent du monde autour de l'immeuble, il y a un property manager, un facility manager, l'accueil, la sécurité, au-delà de la salle de sport et tout, parce qu'il n'y en a pas toujours. Mais pour autant, en fait, ils sont pas tellement au service de l'occupant, ils le traitent pas comme un client. Et c'est vrai que en comparaison, quand on va dans un hôtel, on pose une question au front desk, on leur dit bah j'ai un problème de fuite d'eau, on va vous dire très bien madame, je m'en occupe. Vous allez dans votre immeuble tertiaire, on va dire ok, bah c'est là-bas. Voilà, et ça pour tout. Et en fait, c'est vraiment de renverser la chose pour se dire que l'immeuble est au service de l'occupant, et ça comprend pas mal d'autres choses, hein, mais nous en tout cas ça c'est notre prisme, et de se dire qu'on va accompagner un marché qui évolue. Et donc effectivement c'est les immeubles tertiaires qui vont franchement avoir une belle révolution dans les mois, années à venir, et ça c'est hyper intéressant d'être à ce moment-là sur le marché avec un produit qui a déjà été déployé. Donc en fait on est vraiment aux premières loges, et en ce moment on a un nombre très important d'entreprises venant nous voir en nous disant finalement on a mis en place le télétravail partiel, c'est jamais total, hein, c'est très rare parce que c'est pas vraiment ce qui est demandé aujourd'hui, mais comme c'est partiel, c'est faut se réorganiser parce qu'il y a moins d'espace privatif, plus d'espace commun. Voilà, donc ça pose beaucoup de questions, et derrière il y a quand même du digital qui va être un peu la colonne vertébrale de tout ça. Et puis après sur les immeubles plus on va dire non tertiaire et plus résidentiel, on a bien vu, il y a le co-living qui est né, les résidences étudiantes aussi, c'est de se dire je paye un premium pour être en résidence étudiante, il faut que j'ai du service en ligne avec ce qui m'est offert, et surtout en ligne avec leurs usages, encore une fois, parce que si c'est pour j'ai besoin de l'aspirateur, et franchement c'est du vécu parce que j'allais sur le terrain, j'ai besoin de l'aspirateur, je descends et j'espère qu'il est là. Non merci, en fait, une appli, je sais s'il est là, je le réserve, ou j'ai un parent qui vient, je réserve une place de parking supplémentaire, comme ça je suis sûre qu'il sera là, etc., etc. En fait, voilà, c'est faire un peu les choses différemment pour finalement que l'expérience des occupants dans leurs immeubles soit la plus optimale possible. D'accord. Et donc aujourd'hui, votre cible, hein, c'est les entreprises. Oui. Tu as parlé après de résidence étudiante, tout ça. Et donc vous êtes déjà déployé, tu dis, depuis quelques années. Oui. Et, tu peux nous raconter les débuts de ces premiers clients Ouais. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est dans un peu plus de 600 immeubles, France, Allemagne, Espagne, pour les principaux pays. Et on a différents types de clients, aussi bien des clients propriétaires. C'est vrai qu'au début, on est plutôt allé voir des propriétaires parce qu'ils ont plus d'actifs que juste un locataire principal, par exemple, je sais pas moi, Dior, ils ont un siège social. Donc en fait, l'effort commercial, on se disait, en fait, on va le faire, mais on va toucher une population plus importante, enfin plus d'immeubles, parce que les propriétaires ont un portefeuille d'actifs. Donc par exemple, on va travailler avec Covivio, Amundi, Swiss Life, La Française. Après, on travaille aussi avec des grands utilisateurs. Donc ce qu'on appelle grands utilisateurs, c'est des entreprises. Donc ça va être Dior, Guerlain, ça va être Vinci, Ipsen, que ça soit leur siège français, et parfois typiquement Ipsen c'est France, UK, US, et là ils viennent d'ouvrir le Canada. Donc en fait c'est de dire j'ai une appli, quel que soit dans le monde où je suis, j'ai le même niveau de service.
Et parce que aussi quand on va dans les entreprises, on descend un peu plus dans les niveaux de détail. Souvent ils ont un extranet, donc ça c'est pour la com, enfin les avantages et puis un certain niveau d'information. Puis après il y a la com externe ou com interne, enfin plutôt com interne, qui a d'autres outils, etc. Donc en fait il y a une telle myriade d'outils que finalement c'est pas pratique et la visibilité n'est pas là. Et quand vous n'avez pas vos collaborateurs sur le lieu de travail non plus non-stop, en fait il faut vous assurer que le lien est gardé parce qu'en fait il y a un seul et même outil qui va vers quoi va transiter toute l'information. Donc grand utilisateur, donc plutôt les locataires comme clients, et puis après effectivement plutôt le côté résidentiel au global. Là-dessus, par exemple, on travaille avec Primonial sur leur parc de résidentiel, et ça c'est du résidentiel classique, hein. Mais en fait ils se sont aussi rendus compte, parce qu'ils avaient une demande locataire qui était recréer du lien en fait entre les occupants, et finalement il faut quand même dire que le digital est un peu moins intrusif. J'ai besoin du sucre, je vais pas taper à ta porte, c'est peut-être pas le bon moment, alors qu'on peut s'envoyer un message. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer. Et la révolution, du coup, elle est menée par les asset managers qui ont besoin de se réinventer parce qu'il y a moins de tension sur le marché immobilier, sur le property manager parce que eux, ça les aide dans leur quotidien, ou par les locataires directement qui vont demander plus de services parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde totalement digitalisé. Je dirais le locataire en premier, parce que le locataire... Donc le locataire, ce serait un Vinci, Ibsen, Dior, parce qu'ils ont des vrais soucis de rétention et d'attraction des talents, et le lieu de travail y joue pour beaucoup. C'est pas le lieu en tant que tel, c'est avec qui je vais travailler, comment, si c'est que des bureaux fermés où personne se parle, ça donne pas tellement envie, si on arrive, personne dit bonjour, enfin voilà, c'est un ensemble, mais le lieu va jouer au-delà de la localisation. Donc ça va être essentiellement les locataires pour retenir leurs propres clients. Aujourd'hui, on dirait que c'est leurs clients, hein, même si juridiquement c'est pas le cas, mais leurs propres salariés. Et du coup, comme ils voient ces demandes-là, les propriétaires / asset managers se disent « Ok, y a de la vacance sur le marché, il faut que je les attire chez moi et pas à côté. Qu'est-ce qu'ils veulent ?» Et donc, effectivement, de plus en plus, aujourd'hui, il n'y a pas un immeuble neuf qui se lance sans ce type d'application que nous faisons. Après, je veux pas me faire d'ennemis, mais c'est vrai que les property managers, généralement, on va aller quand même un peu de franchise, hein, généralement c'est des incumbents en fait. Ils étaient là avant, on les perturbe un peu dans leur exercice, dans leur métier, ils auraient quand même, normalement, c'était plus leur place naturelle. Donc, on contracte plutôt avec les propriétaires qui ont la vision stratégique de l'asset, ou avec le locataire, et le property manager qui est impliqué est plutôt suiveur sur ces sujets. Ok. Donc, si je comprends bien, il y avait la ville Michelin, le Google Campus, ouais. Et bientôt, ce sera que des immeubles Witco. C'est ça. C'est pour ça qu'on a investi. J'allais te poser la question, Paul, pourquoi Witco? Mais voilà, tu viens d'y répondre. Il voulait s'en sortir là en 3 phrases. Non, moi ça fait 20 minutes que je parle. Non, mais pourquoi Witco? Mais je pense que cette rencontre. La proposition de valeur, elle est quand même très claire. C'est-à-dire que il y a plein de services. Je pense qu'on en a pas énormément parlé, mais il y a plein de services digitaux en PropTech qui existent. Le scanner ton portique, commander ta bouffe, mais c'est gérer l'électricité. Il y a autant d'applis que de services. On en a vu beaucoup, exactement. Et donc c'est un enfer pour le locataire, comme tu le dis, pour le property manager, pour l'asset manager. Il faut gérer une myriade de services qui sont tous utiles et demandés par l'utilisateur du bâtiment. Et c'est là où la proposition de Witco est quand même limpide, c'est-à-dire que de tout centraliser dans une seule application à destination de l'utilisateur qui va être le premier sur le terrain, voir que l'ascenseur est en panne, va utiliser le portique. Ça tombe de sens. Et après, quand c'est Eliane qui le raconte, ça fait encore plus de sens. Elle connaît parfaitement son marché. On en a parlé. Ça fait longtemps qu'elle a vraiment fine-tuné cette solution et qu'elle a accompagné les changements d'usage et l'arrivée de toutes ces solutions digitales dans les bâtiments. Elle a réussi, et on les a tous rencontrés évidemment avant d'investir, à ramener autour d'elle, à créer une équipe qui est vraiment experte, chacun c'est très complémentaire et très engagé. Et enfin, parce que en tant que bon investisseur, on a évidemment fait des rêve calls. Et je pense que c'est la première fois où on a appelé beaucoup d'acteurs différents sur ce marché-là, et que 100% des gens connaissaient déjà. Alors à l'époque, ça s'appelait Mon Building.
Mais la solution Mon Building, ils voulaient travailler avec eux. C'est-à-dire que l'évangélisation sur le marché, en tout cas en France, mais la plupart de ces acteurs sont internationaux et vont accompagner Witco à l'international, connaissaient et avaient l'habilité de travailler avec eux. Donc, on s'est dit que le budget qui nous avait été présenté était même en deçà de ce qu'ils allaient faire. Voilà pourquoi on a investi. Mince, vous avez vu. Génial. Faut qu'on en reparle d'ailleurs. Il y avait que des feux verts en fait. Donc c'était et puis comme je disais à Paul, t'as dépassé et réussi à faire plein de choses que d'autres on a vu passer. Je pensais à Workwell à un moment donné aussi qui faisait pas mal le buzz ex Never Eat Alone, tout ça. C'est vrai que voilà, toi t'as réussi un peu à aller plus loin et en être là aujourd'hui, quoi. Donc bravo, hein, parce Merci que beaucoup. Franchement, c'est depuis 2016, c'est très belle, très beau projet et on est ravis de vous accompagner. Peut-être si je peux te dire une chose, c'est pas tant pour moi, mais plutôt pour ceux qui écouteront, c'est que parfois il y a la tentation des paillettes. Parce qu'en fait, on est sollicité, parce qu'en plus, quand on est une nana, en fait, on est invité à beaucoup de choses. Mais les premiers mois, les premières années, franchement, il faut être au charbon et il faut essayer, oui, d'y participer de temps en temps, mais c'est pas là qu'on va y trouver des clients, c'est pas là où on y va trouver non plus de la croissance. Et je trouve que c'est difficile parce qu'en même temps, il faut être visible. Et au début, c'est effectivement, face à Workwell, c'était difficile d'être visible parce que nous, on était à la cave en train d'essayer de construire un produit le plus solide possible. Mais in fine, sur le long terme, tes clients, ils resteront et ta réputation se fera sur ton produit. Et voilà, donc on parle pas ici, l'objet n'est pas parler de concurrents, mais plutôt peut-être de transmettre quelque chose. Moi, au début, honnêtement, c'était un peu, je me disais, mais bon, voilà, je me disais, je comprends pas tellement comment on peut être partout. Et à un moment, s'il faut choisir, voilà, moi, comme j'étais au début un peu seule, et puis après j'avais que Kevin qui est magnifique, mais Kevin devait dev, donc voilà, c'était moi la face externe, j'avais pas à faire voilà tout ça. Voilà pourquoi on a été convaincus par Hélène. C'est typiquement l'entrepreneuriat qu'on partage. Et il y a une question aussi qu'on s'est posée, c'est la crise, là, le télétravail, ça vous a pas fait peur un petit peu, justement, personne dans les bureaux, avec plein de gens qui disent ça y est, on va quitter nos bureaux, c'est terminé, c'est la fin des bureaux. Ouais, c'est une très bonne question parce qu'en plus on l'a souvent, mais plus je dirais de gens qui sont à l'extérieur du marché. Et parce qu'effectivement, la logique, ce serait de dire, mais il n'y a plus personne dans ces bureaux, le bureau est mort, tout le monde veut travailler en distanciel, etc. Et honnêtement, ce serait mentir que de dire que les premières semaines, je me suis dit, attends, ça va aller où ce truc? Et aussi, il y avait la crainte, c'est pas juste la crainte c'est la crainte sanitaire, en fait. Et on touche à la santé des gens, donc il faut faire hyper attention. Et je pense que c'était pas non plus, une équation facile pour nos propres clients de se dire, mais on a des enjeux économiques et en même temps, il faut faire extrêmement attention, on touche à la santé et les gens, quand ils ont peur, ils sont aussi parfois irrationnels. Maintenant qu'on a dit ça, très vite, honnêtement, les 3-4 semaines après le confinement, par exemple, c'était le premier confinement, on a vu de plus en plus de demandes sur comment est-ce qu'on va s'organiser, qu'est-ce que ça veut dire pour nos bureaux. Donc en fait, c'est pas tant l'hybridation qui est venue un petit peu plus tard, qui est venue au moment du déconfinement, donc mai-juin 2020. Mais avant ça, c'était il faut qu'on garde le lien, il faut qu'on communique sur ce qui se passe dans l'immeuble. Après, il faut pas oublier que certains ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas être en télétravail, hein, donc ils devaient venir. Et comment leur dire, est-ce que tu vas avoir de quoi manger parce qu'il y a le restaurant d'entreprise qui est ouvert, quels sont les services que tu vas avoir, etc. Donc quand même garder le lien. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais on a certains modules de communauté ou d'échange. Et donc c'est vrai que les entreprises aussi l'utilisaient comme un moyen de garder le lien et de tenir informé de ce qui se passe. Après, quand les choses ont réouvertes, c'était pareil. En fait, il a fallu organiser le retour et mine de rien faire revenir 2000 personnes dans une même tour qui ne sont pas la même entreprise. Ça aussi, c'est un enjeu. Hein. C'est de dire en fait, il faut qu'ils aient l'information en direct parce que jusqu'à présent, on envoie l'information au workplace manager, aux services généraux et ensuite qui va le communiquer aux salariés. Ça marche quand il y a une fuite d'eau une fois tous les 6 mois. Mais quand en fait, toutes les 5 minutes, les règles changent, quelles sont les nouvelles règles sanitaires, où trouver du gel, un ensemble d'informations qui a besoin de temps réel, et ça, on va de plus en plus l'avoir. En fait, l'appli a pris tout son sens. Et puis, la troisième vague, au-delà de l'information, c'était de dire, OK, comment maintenant on va s'organiser? Parce qu'on voit bien que les gens veulent pas revenir. Ils se plaignent en partie. En tout cas, ils veulent revenir dans une certaine mesure, quand ils le souhaitent. Et à peut-être avoir aussi un bout de changement de vie. D'ailleurs, l'objet de ce super challenge où vous êtes mentionné, qui s'appelle Changer de vie. C'est toi qui l'as ramené? C'est moi qui l'ai ramené parce qu'il y a marqué Daphne. Oh là là, c'est beau.
Voilà. Oui, pour info, je suis partie m'installer dans le sud de la France, mais je reviens souvent à Paris. Voilà, et donc toi, t'as un mix. Et en fait, Ouais. on s'est rendu compte que tous nos clients nous demandaient la même chose. C'est-à-dire comment on va s'organiser, parce qu'on voit bien que les salariés vont plus être 100% présents, mais un bout de présentiel, un bout de télétravail, et donc ça change énormément de choses. Et nous, on le voit même nous-mêmes, puisque Eat Your Own Food, c'est aussi l'un de nos mantras, puisqu'on a 3 jours de présentiel, 2 jours de télétravail. Et en fait, c'est une vraie organisation. Pour pas que ça soit il y a pas de frustration, parce qu'on partage même les câbles, donc les chargeurs qui disparaissent, machin chose. Bon bref, il y a un certain nombre de choses qu'il faut réorganiser et avoir le regarder sous un prisme différent. Et le digital, vraiment de dire je réserve mon desk, je sais à l'avance, parce que ça aussi on le voyait de salariés qui nous disaient mais moi ça me stresse, je sais pas quand je vais arriver si je vais avoir une place. Et en fait chaque entreprise aussi a une vision différente. Alors un gros groupe bancaire par exemple, ils ont un bureau pour 6, donc ça s'organise avec des règles derrière, de pas pouvoir être toujours au même endroit par exemple, de pas pouvoir réserver 6 mois à l'avance. Il y a plein de petits détails quand on dit flex office. Franchement, derrière, il y a une myriade de situations. Et donc, c'est là, il a fallu être aussi à l'écoute de notre marché. Et puis après, il y avait le touchless, de dire, effectivement, je touche le moins de choses possible. Donc, avec mon téléphone, que je puisse avoir quelques actions. Typiquement, nous, on a la localisation d'un incident avec un QR code qui est sur le bureau. Ça évite, voilà. Et aussi, peut-être, c'est un peu triste, mais c'était nécessaire à un moment. Le digital évite aussi une interaction face-to-face et donc un potentiel, potentiel contamination. Donc, au tout début, en tout cas, du retour, c'était ces usages. Donc, long story short, tout ça pour dire que non, en tout cas sur le là, on le voit bien puisqu'en fait on n'a jamais eu une croissance aussi importante que au moment du confinement et après. Ça c'est l'effet Daphne, je crois. Oui, je pense. C'est les discussions, ça nous a boosté. Et donc et puis même sur les trends, enfin quand on discute, c'est pour ça que je suis un peu plus long que juste dire oui non. C'est que quand on y réfléchit ensemble, on voit bien qu'en fait le bureau le bureau n'est pas mort. Ça j'en suis persuadée parce qu'il faut le lien avec l'entreprise. Le bureau c'est le lieu de diffusion de la culture de l'entreprise. Et à un moment en fait c'est comme tes racines. Tu veux y retourner. Voilà. Ouais. Donc c'est s'organiser différemment. Je suis d'accord. Je suis très contente quand je reviens à Paris pour déjeuner avec mes collègues et enregistrer des podcasts comme ça. Mais t'as même plus envie de partir, non ? Et moi, j'ai même plus envie de partir. Changer de vie, on y reviendra. Donc du coup, on va repasser dans Challenge et on va refaire un article. J'ai changé d'avis. Pourquoi je suis revenue ? C'est ça. Ok, super, merci pour tout ça, Eliane. Est-ce qu'il y avait... Bien si, là, il y a des questions très importantes. On est pas mal sur le timing, on va se dépêcher. C'est les next steps. C'est qu'est-ce qu'on va faire, enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 14 millions de dollars ? Ouais, on a un vrai enjeu de l'international. On a commencé à y mettre les pieds via nos clients, comme disait Paul. Mais là, il faut vraiment qu'on y construise une équipe. Donc, un bon tiers va être consacré à l'ouverture de bureaux dans ces pays-là et avoir une croissance aussi organique dans ces pays et pas uniquement des clients français qui ont des actifs à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment la stratégie de ces 2-3 prochaines années, qui est de se dire on veut être le leader de ce qu'on fait, donc le Tenant Experience Software, en Europe. Et il y a de la place parce qu'on a un acteur américain qui est pas encore totalement établi et qui du coup a son marché domestique à adresser. Donc pour l'instant, l'Europe, c'est pas son focus principal. Et on a d'autres concurrents européens, mais qui sont disons-le un peu plus faible. Donc voilà, c'est moment de strike. Donc voilà, ça c'est nos enjeux sur les mois à venir. Et puis bien évidemment consolider autour, parce que si la top line évolue très vite, il faut que de l'autre côté le produit suive et operations. C'est vrai que chez nous, ce qu'on dit, c'est qu'on vend pas qu'un software. Vraiment, il y a une équipe derrière pour s'assurer que tout se passe bien. C'est aussi pour ça qu'on a très peu de churn. Je suis pas là pour faire ma promo, mais pour le coup, c'est important. C'est juste de pas penser que la top line, parce que si en fait t'as une top line incroyable, mais que derrière en fait t'as un churn, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Donc l'idée c'est pour nous en tout cas d'ici 2-3 prochaines années de devenir vraiment le leader en Europe. Et vous êtes combien aujourd'hui ? On est 45. 45. Donc j'imagine vous allez recruter. Si on nous écoute dans plein de domaines, j'imagine côté Exactement. Produit, côté... On a besoin partout, marketing, sales, c'est plutôt le focus premier, ops, et puis effectivement côté tech, côté développeur. Là, le grand problème, je pense, le gros enjeu de beaucoup de startups sur le marché. Ok. Polo, next step, on est bien sur les next steps ? T'avais pas de choses à rajouter ou à dire ? En tout cas, c'est ce qu'on nous avait vendu, ce qui c'est bon, est pas mal. C'est ce qu'Eliane t'avait dit. Je t'ai pas dit, on est en Russie. Mais... C'est l'Europe. Mais clairement, allons-y. Demain. Si vous nous écoutez et que vous voulez ouvrir la Russie pour Witco, n'hésitez pas à postuler. Et enfin, pour finir, car on est bien dans le timing, Eliane, on a 4 questions un peu sympas à te poser. Et la première, ça va être: qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ? Les trous dans la raquette. Non, c'est vrai.
Trou dans la raquette. Quels sont les gros trous dans la raquette du coup là qui t'empêchent de dormir? Il y en a pas, Paul, bien évidemment. Ça, c'était avant que vous investissiez. Maintenant, il n'y a plus de trous dans la raquette. Non, c'est plutôt de me dire, est-ce qu'on a bien pensé à tout? Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire, c'est pas penser à la next step. C'est si je fais ça, quels vont être les impacts derrière? Et souvent, on se rend compte que si tu anticipes bien, pour moi, l'anticipation, c'est quand même clé, tout en restant agile, hein, parce que je suis pas non plus dans la théorie 15 ans, mais à un moment, de se dire, OK, je fais ça, mais derrière, est-ce que vous avez bien pensé qu'il y avait ça, ou alors peut-être qu'on va pas prendre la même décision, voilà. Donc, c'est plutôt anticiper là-dessus, et donc, potentiellement, il y aurait un trou dans la raquette si on a pensé juste étape 1 et pas la conséquence pour l'étape 2 si on a fait l'étape 1. Voilà. Je me comprends. Vous voyez pourquoi je dors pas? C'est très clair. Vous pouvez réécouter ce petit passage-là. Vous mettez retour en arrière. Là, non, mais ça me fait penser d'ailleurs à une citation de Kennedy qui dit que la victoire a 1000 paternités, mais la défaite est orpheline. C'est-à-dire qu'il faut... En fait, la victoire, c'est une succession de petites victoires. Ouais, et exactement. Je trouve que ça retranscrit pas mal ta philosophie. On pourrait finir là-dessus, quoi. Mais on va quand même... Il y a plein d'autres... Vas-y, Paul. Mais... Ouais, mais on en a déjà un peu parlé, mais pour toi, ton bureau idéal? C'est un bureau qui ressemble à un hôtel. Je dirais que vraiment, c'est un bureau au service de l'utilisateur. C'est-à-dire que, pour moi, il y a 3 choses. Un bureau idéal, c'est des lieux qui s'y prêtent, des lieux ouverts, colorés. Bien joué, Daphne, parce que là, pour le coup, c'est coloré. Venez quand vous voulez. Non, mais tu vois, des lieux ouverts, colorés, avec des espaces pour collaborer et se rencontrer. 2, c'est du people on site, willing to help. Vraiment de dire, je suis pas là. Finalement, les utilisateurs sont mes clients, faut que je les vois comme ça et que j'ai envie de les aider s'ils ont un moindre problème, d'être là pour eux. Pour moi, ça, c'est parce que le bureau est finalement au service de l'utilisateur. Et 3, vraiment, c'est la colonne vertébrale, c'est le digital, parce que ça me permet d'aller plus vite, d'être plus efficace. Voilà. Donc, c'est ça pour moi le bureau idéal. Et après, c'est un mix entre le télétravail où on peut se concentrer sur des tâches longues et ensuite plutôt le bureau pour se rencontrer, rigoler, créer du lien, collaborer, brainstormer. Super. On adore ce bureau. Ouais. On signe. Demain. À part Challenge que tu as ramené parce que Aurélie est mentionnée dedans, est-ce que tu as une série de la rentrée ou un bouquin de l'été à nous conseiller? Honnêtement, j'ai peu lu cet été. Et je vais vous raconter un truc qui est peut-être un peu bizarre, mais désolé lié à Challenge, c'est qu'en fait, quand j'ai pas le temps de lire mes challenges dans l'année, je pars en vacances avec mes 60 challenges. Et je les descends tous. Ah, tu rattrapes le retard. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup de retard cette année. Mais qu'est-ce qui est si passionnant dans ce... Non, mais je trouve que c'est un mélange d'informations économiques, mais condensées. J'aime pas l'information politique, c'est personnel, et donc il y a plus d'informations économiques et aussi une ouverture business. Donc je trouve que c'est l'un des seuls magazines un peu profonds. Et je dis, j'ai aucun sponsorship, je ne suis pas influenceuse de ma vie, mais voilà, j'avoue, j'ai lu pas mal de challenges, donc ne m'en veux pas, mais je lis pas. Et je lis pas. Mais je t'en veux pas. Je t'en aurais voulu si tu m'avais dit, je ramène toute ma pile de Public ou de Oops ou de Gala. Là au moins il y a. Non, mais je lis des bouquins qui sont pas des bouquins business, en tout cas. Voilà. Le seul que j'ai lu, c'est celui de Salesforce, le dernier. Et c'est vraiment la sauce à l'américaine. Et j'avais du mal à y trouver des choses que je pourrais implémenter. C'est sur la culture d'entreprise, mais honnêtement, à des échelles tellement différentes de nous. Que l'été, j'essaie plutôt de lire d'autres choses. Alors, en général, j'essaie de lire plutôt des bouquins, des enquêtes... trucs un peu romantiques, des biographies, tout ça. Un peu moins challenge, mais voilà, cette année est un peu particulier. Eh ben, écoute, c'est très bien. En tout cas, ça t'a permis de nous voir et nous spotter dans l'édition du 26 août, pour ceux qui veulent relire leur challenge. Et enfin, la dernière, avec qui rêverais-tu de prendre un café? Mort ou vif? Non, mais est-ce que ça peut être quelqu'un, est-ce que ça peut être un personnage historique? Ou est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un de... Ou dans l'écosystème, ça peut être quelqu'un peut-être qu'on peut toucher et on peut peut-être réaliser ton rêve. Ça peut être... Mort, je dirais Simone Veil. Et vivant, je dirais Anne Sinclair. Anne Sinclair, si tu nous écoutes... si vous nous écoutez, pardon. Déjà, on n'a pas déjà, elle pourrait te donner 2-3 conseils pour parler bien au micro. Exactement. bien respecter les gens. On m'avait dit que Daphne, c'était très sympa. Anne Sinclair, ok. Eh ben, écoute, on va terminer sur ça. Merci beaucoup. Merci pour ton énergie. Vous avez pu voir que Eliane
Et ben là, la niaque, et t'as pas parlé trop vite, ça a été. Va cool. J'espère que les Je auditeurs m'améliore. aussi. En tout cas, vous n'allez pas devoir cliquer sur l'accélération pour écouter plus vite. Là, avec Eliane, c'est bon. Merci en tout cas à vous deux. Et merci à beaucoup. très vite tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, maintenant on le dit. Non, mais si vous aimez, on s'en fout. Nous on n'a pas de sponsor, on n'a rien. Si vous aimez Witco, bien sûr, si vous aimez Witco, n'hésitez pas à partager avec des gens qui seraient intéressés. C'est plus pour ça que pour nous amener en fait des auditeurs. Mais parlez de Witco autour de vous, parlez d'Eliane et contactez-la si vous souhaitez travailler avec elle. Elle a de l'énergie et elle est géniale. Mais voilà, merci à tous les auditeurs, merci beaucoup Eliane et Paul et à bientôt. Merci beaucoup. beaucoup.